David Hallyday a passé une journée entière devant la porte où son père agonisait, sans jamais être autorisé à entrer. Qui a pu l'empêcher de dire adieu à Johnny Hallyday, et surtout, pourquoi? Aujourd'hui, il brise 7 mois d'un silence lourd pour révéler la lettre qui n'est jamais parvenue à son père, et ce que personne n'a encore osé raconter. David Hallyday a toujours été perçu comme le plus discret des enfants Hallyday, un homme qui se tient loin des caméras et évite instinctivement toute forme de conflit. Le silence a longtemps été son refuge, la seule manière de préserver ce qui lui restait de vie privée derrière l'ombre gigantesque de son père. Mais cette réserve n'a jamais signifié une absence de lien. Depuis le premier instant où il a vu Johnny sur scène, éclatant sous les projecteurs, David a compris que son père appartenait à un monde fascinant et lointain. Ce souvenir inaugural a marqué son enfance, révélant un homme adoré par des millions de personnes, mais qui restait avant tout le point d'ancrage d'un petit garçon. Son enfance s'est déroulée entre 2 pays. Une partie en France, où il retrouvait son père chaque été, partageant avec lui des moments simples et rares. L'autre aux États-Unis, où sa mère l'avait emmené pour l'éloigner du tumulte des années 70. La distance géographique n'a pourtant jamais affaibli leur relation. À chaque retrouvaille, la complicité revenait comme si aucune séparation n'avait existé. La musique était leur langage commun, un territoire où chacun pouvait reconnaître l'autre sans mots superflus. L'un des instants déterminants entre eux remonte à la première fois où David est monté sur scène pour jouer de la batterie aux côtés de Johnny. Il avait à peine une 12aine d'années, encore enthousiaste avant de réaliser que le tabouret était bien trop haut et que ses pieds n'atteignaient pas les pédales. Le moment où Johnny s'est retourné, découvrant la présence de son fils, reste gravé dans sa mémoire. La surprise, suivie d'un sourire fier, a suffi à faire de cette soirée un pilier de leur relation. Pas de grandes déclarations, mais une connexion profonde entre 2 êtres qui se comprennent davantage par le geste que par la parole. David raconte souvent que ni lui ni son père n'étaient à l'aise pour exprimer leurs sentiments devant les autres. Les mots « je t'aime » étaient rares, presque sacrés, réservés aux instants intimes. Cette pudeur alimentait bien des malentendus, laissant croire que la relation était distante. Pourtant, David sait que l'amour partagé entre eux était solide, authentique, et bien loin des interprétations extérieures. S'il a choisi de garder le silence durant tant d'années, c'est par fidélité à sa nature et par respect pour la mémoire de son père. Les conflits familiaux n'avaient pas à devenir un spectacle public. Mais cette fois, le silence s'est retourné contre lui. On a parlé en son nom. On a déformé l'image de Johnny. On est allé jusqu'à insinuer que son père n'aimait pas certains de ses enfants. Pour David, rester muet aurait été accepter cette déformation de la vérité. Il n'avait plus le choix. Il devait parler, surtout quand son dernier souvenir de Johnny est devenu celui d'une porte close qu'il n'a jamais été autorisé à franchir. La relation entre David et Johnny Hallyday s'est construite dans un contraste permanent entre l'immensité du mythe et l'intimité fragile qui n'appartenait qu'à eux. Sur scène, Johnny brillait d'une lumière presque irréelle. Il avançait comme un géant sous les projecteurs, porté par la ferveur de milliers de fans. Mais lorsque les rideaux se refermaient et que le silence remplaçait les cris du public, il redevenait un père que David observait avec une attention mêlée d'admiration et d'étonnement. Cette oscillation entre l'icône et l'homme donnait à leur relation une profondeur particulière, parfois difficile à saisir, même pour ceux qui les entouraient. L'enfance de David a été marquée par des moments d'une grande douceur, souvent très simples, presque invisibles pour le reste du monde. Pendant que Johnny brûlait les scènes de France et d'Europe, le jeune garçon grandissait dans un univers bien plus calme aux États-Unis. La distance entre eux, mesurée en océans et en fuseaux horaires, aurait pu briser le lien. Mais au contraire, elle a forgé une forme de complicité instinctive. Quand ils se retrouvaient, tout reprenait naturellement, comme si le temps s'était suspendu. La relation n'avait pas besoin d'un long apprentissage. Elle se vivait comme une évidence. La musique jouait un rôle central dans cette dynamique. C'était le territoire où ils se comprenaient le mieux. Johnny était un homme pudique, David l'était tout autant. Les mots « je t'aime » n'existaient presque jamais dans leurs conversations quotidiennes. Mais une mélodie, un accord, ou la façon de construire un refrain devenait pour eux une manière de se dire ce que leur voix n'osait pas prononcer. La musique agissait comme un langage secret, un espace où aucune gêne ne subsistait, où l'amour se révélait sans avoir à être nommé. Chaque fois qu'ils partageaient un studio ou une scène, ce lien prenait une forme presque physique. Les discussions qu'ils avaient ensemble étaient aussi marquées par cette pudeur. Ils parlaient de musique, évidemment, mais aussi de choses ordinaires, presque banales, qui leur permettaient de se rapprocher sans recourir aux grands discours. Le sport, les filles, la vie qui passe trop vite, tout devenait prétexte à un échange discret mais sincère. Johnny savait écouter, à sa manière. David savait répondre, à sa manière. Et dans cette simplicité, il trouvait un équilibre que peu de gens pouvaient comprendre. Johnny a souvent exprimé, dans les moments les plus calmes,
une forme de culpabilité. Il savait qu'il avait été absent pendant des années cruciales. Il savait que la carrière, les tournées, la frénésie médiatique l'avaient éloigné de son fils plus souvent qu'il ne l'aurait voulu. Cette culpabilité, il ne la formulait jamais de façon dramatique. Il la laissait apparaître dans une phrase, dans un regard, dans un bref silence. David n'a jamais réclamé davantage d'explications. Il a grandi avec cette absence, mais sans jamais la transformer en reproche. La fierté que Johnny éprouvait envers son fils apparaissait particulièrement lorsqu'ils travaillaient ensemble. L'un des souvenirs les plus marquants pour David reste ces moments de studio où Johnny, pourtant perfectionniste et intransigeant avec lui-même, laissait transparaître un sourire discret quand son fils proposait une idée mélodique juste. Lorsqu'ils ont enregistré certaines chansons ensemble, Johnny a confié à David qu'il était fier, profondément fier, que la création vienne de lui. Cette reconnaissance-là avait plus de valeur que n'importe quel discours. Elle scellait leur relation dans une vérité intime qui dépassait tout ce que la famille vivait à l'extérieur. Ces années de liens silencieux, d'amour pudique et de retrouvailles toujours sincères expliquent la profondeur du déchirement que David a ressenti lorsqu'on l'a empêché de voir son père une dernière fois. Le refus d'entrer dans la chambre, l'attente interminable devant une porte close, le poids de cette séparation imposée se comprennent seulement lorsque l'on mesure l'intensité de cette relation construite malgré la distance. Pour David, cette dernière barrière n'a pas seulement empêché un adieu. Elle a brisé un rituel, un équilibre, une promesse invisible entre un père et son fils qui avaient passé une vie à se trouver sans jamais se perdre. La présence de Laetitia dans la vie de Johnny n'a pas d'abord créé de rupture visible avec David. Pendant longtemps, chacun semblait trouver sa place autour de l'artiste, dans un équilibre fragile mais encore fonctionnel. Selon les mots de David, tout a réellement changé au moment où Johnny a été hospitalisé à Los Angeles. C'est là, dans les couloirs froids d'une clinique américaine, que les premières fissures sont apparues. Il ne s'agissait pas d'un conflit ouvert, ni d'une dispute. Il s'agissait d'un glissement silencieux, presque imperceptible, mais suffisamment net pour qu'un fils le ressente immédiatement. David raconte qu'il a d'abord été surpris par la présence de tant de personnes autour de son père, des personnes qu'il ne connaissait pas ou qu'il avait rarement vues auparavant. Il n'avait rien contre elles en particulier, mais leur proximité soudaine avec un Johnny affaibli lui semblait étrangère. Pour lui, les derniers instants de vulnérabilité d'un homme comme son père devaient naturellement appartenir au cercle familial. Or, ce qu'il a découvert en entrant dans l'hôpital, c'était un environnement saturé de visages extérieurs, de mouvements, de conversations dont il n'était pas inclus. Cette impression de foule autour d'un corps qu'il considérait comme une part essentielle de lui-même l'a profondément troublé. C'est à ce moment-là que le rapport avec Laetitia a commencé à se compliquer. Non pas à cause d'un geste explicite ou d'un refus direct, mais à travers une succession de petites choses qui ont fini par créer une distance difficile à ignorer. David explique qu'avant cette période, voir son père allait de soi. Il venait, il entrait, il partageait un moment, sans protocole et sans formalité. Mais à Los Angeles, les règles avaient changé. Les visites devaient être annoncées. Les horaires étaient restreints. L'accès, autrefois naturel, devenait conditionnel. Pour un fils habitué à un lien presque instinctif, cette transformation avait quelque chose d'incompréhensible. Il se souvient particulièrement du malaise qu'il a ressenti en constatant que des personnes étrangères à la famille pouvaient entrer dans la chambre de Johnny sans obstacle, alors que lui devait patienter, parfois longuement, avant d'obtenir l'autorisation de voir son père. Cette différence de traitement, qu'il décrit avec une retenue évidente, l'a blessé plus qu'il n'ose le dire. Il ne comprenait pas pourquoi ce simple droit de présence, un droit qu'aucune loi morale ne devrait retirer à un enfant, devenait soudain un privilège soumis à validation. Lorsqu'on lui demande quel moment précis a marqué le basculement entre lui et Laetitia, David répond que tout s'est joué pendant cette hospitalisation. Il ne parle pas d'une scène unique, mais d'une atmosphère. Une série de situations dans lesquelles il sentait qu'on décidait à sa place, qu'on filtrait ses accès, qu'on contrôlait une relation qui, jusqu'alors, n'avait jamais eu besoin d'intermédiaire. Il n'accuse personne directement. Il relate simplement ce qu'il a vécu. Il se rappelle avoir exprimé son malaise, posé des questions, tenté de comprendre. Mais les réponses n'ont jamais vraiment dissipé ce qu'il ressentait. Cette période marque le début d'un malentendu profond. Plus les jours passaient, plus David avait l'impression que la place qu'il occupait naturellement dans la vie de son père était en train de se réduire. Il respectait le couple que formaient Johnny et Laetitia. Il ne cherchait pas à s'imposer. Mais il ne reconnaissait plus la configuration dans laquelle il s'était toujours senti légitime. Le droit de voir son père n'était plus simplement un lien familial. Il devenait un sujet d'organisation, de décision, parfois même de négociation tacite. Ce sentiment de dépossession ne s'exprimait pas par la colère. Il se manifestait plutôt par la confusion. Pourquoi des personnes qu'il ne connaissait pas avaient-elles un accès plus direct que lui?
Pourquoi fallait-il désormais passer par plusieurs niveaux d'accord avant de pouvoir s'asseoir au chevet de son propre père? Pourquoi cette barrière invisible se dressait-elle précisément au moment où Johnny avait le plus besoin de ses enfants? David ne cherche pas à réécrire l'histoire. Il décrit une réalité qu'il a traversée, une réalité faite de portes entr'ouvertes pour certains et fermées pour lui. Une réalité dans laquelle l'amour d'un fils se heurtait à des décisions qu'il ne comprenait pas et qu'il subissait sans explication. C'est ce décalage, cette impression d'être tenu à distance, qui a laissé les premières marques d'une rupture inévitable, bien avant que les polémiques publiques ne viennent tout aggraver. David a appris son exclusion du testament de son père avec une surprise qu'il peine encore à décrire. Il ne s'attendait pas à recevoir une part matérielle particulière, mais il ne s'attendait pas non plus à disparaître complètement du document censé sceller la mémoire d'un homme envers ceux qu'il a aimés. Pour lui, un héritage n'est pas une question d'argent. C'est la trace qu'un parent laisse à ses enfants, la preuve symbolique qu'ils ont compté dans sa vie. Cette absence totale a donc été un choc intime, un geste qu'il ne comprenait pas et qui ne ressemblait en rien à l'homme qu'il connaissait. Ce qu'il souhaitait réellement, il l'a répété sans détour. Il voulait le droit moral, ce droit qui ne concerne ni maison ni compte bancaire, mais l'essence même d'un artiste. Il voulait que les 4 enfants de Johnny puissent ensemble veiller sur son image, son œuvre, ce qu'il représentait pour des générations d'admirateurs. Il voulait pouvoir protéger la mémoire musicale qu'ils avaient construite à deux, parfois dans la lumière, souvent dans l'ombre des studios, là où les sentiments les plus authentiques se disaient en silence. Rien d'autre n'avait d'importance. Le reste, il n'en voulait pas. David se souvenait d'ailleurs très clairement d'une phrase de Johnny. Un jour, lors d'une interview croisée où la conversation avait pris un tour plus intime, son père avait confié qu'il aimerait que son fils aîné devienne responsable de son patrimoine artistique. C'était dit simplement, presque comme une évidence. Johnny savait que David comprenait sa musique, qu'il savait en percevoir la fragilité comme la force, et qu'il serait capable de la préserver sans la dénaturer. Cette confiance avait marqué David. La contradiction entre cette volonté exprimée et le testament final ne faisait qu'ajouter une couche de perplexité supplémentaire. Lorsque l'affaire a éclaté publiquement, la machine médiatique s'est emballée. On a parlé d'une guerre familiale, de rancœurs anciennes, de rivalité, de jalousie. Certains sont allés jusqu'à affirmer que Johnny n'aimait pas vraiment ses enfants biologiques, comme si cette idée pouvait expliquer l'absence dans le testament. Ce flot d'interprétations gratuites a blessé David profondément. Pour lui, la version selon laquelle Johnny aurait pu renier une partie de ses enfants était totalement absurde. Il l'a dit avec une sincérité sans artifice. C'est une blague. Mon père adorait ses 4 enfants. Il en était fier. Il les protégeait. Il n'aurait jamais fait de choix qui contredisait cet amour-là. David ne cherchait pas à se défendre contre des accusations directes. Il cherchait seulement à rétablir un fait essentiel. Johnny n'était pas un homme qui divisait ses enfants. Johnny n'était pas un homme qui dressait des frontières affectives. Les différences d'emploi du temps, les kilomètres, les années de tournée n'avaient jamais effacé l'affection qu'il portait à chacun d'eux. Ceux qui prétendaient l'inverse ne connaissaient ni l'homme ni le père. C'est précisément cette accumulation d'erreurs, d'interprétations fausses et de mensonges répétés pendant des mois qui a poussé David à parler pour la première fois. Il avait accepté bien des choses en silence. Il avait laissé la justice suivre son cours. Il avait essayé de maintenir la pudeur qui avait toujours caractérisé sa relation avec son père. Mais il ne pouvait pas laisser se propager l'idée que Johnny n'avait pas aimé ses enfants. Il ne pouvait pas accepter que l'image de son père soit réduite à une caricature d'ingratitude et de froideur. Il avait besoin de dire la vérité, non pour gagner une bataille, mais pour respecter l'homme qu'il avait connu. Le cœur du conflit n'était donc pas financier. Il était émotionnel, symbolique, presque sacré. Il s'agissait de défendre une mémoire et de rappeler que derrière la star mondiale se trouvait un père aimant, incapable de tourner le dos à ceux qu'il avait fait venir au monde. En racontant sa version, David ramenait tous ceux qui l'écoutaient au centre même de la tempête, là où l'amour, la loyauté et l'incompréhension s'entremêlaient. Et c'est là que se trouvait la véritable raison de sa prise de parole. Il ne parlait pas pour lui. Il parlait pour son père. Les médecins de l'hôpital Bizarre avaient fini par prononcer les mots que David refusait encore d'entendre. Ils expliquaient que Johnny ne répondait plus au traitement, que les chances s'étaient réduites à presque rien, que son corps ne suivait plus. Pourtant, David continuait d'espérer un retournement improbable. Il connaissait son père comme un battant. Johnny avait traversé tant d'épreuves qu'il croyait encore possible un sursaut, un dernier élan que personne n'attendait. Tant que son cœur battait, l'espoir restait vivant. C'était cette idée, presque enfantine, qui lui permettait de supporter les couloirs silencieux de l'hôpital et l'odeur froide de la maladie. Les derniers jours à Bizarre se sont transformés en une série d'obstacles que David ne comprenait plus. Chaque visite devenait plus difficile que la précédente.
Il devait prévenir avant de venir. Il devait attendre qu'on lui dise oui ou non. Il devait s'adapter à des règles qui n'existaient pas autrefois. Ce qui avait été naturel toute sa vie, entrer pour voir son père, était devenu un processus administratif, presque un privilège à mériter. Il voyait pourtant des visages inconnus entrer dans la chambre sans heurts, des personnes qui semblaient avoir plus de liberté que lui auprès d'un homme qu'il avait vu naître. Il se rappelait les regards du personnel, parfois gênés, parfois neutres. Ils ne le rejetaient pas intentionnellement. Ils appliquaient des consignes. Ce mot est revenu plusieurs fois dans son esprit. Des consignes. Quelqu'un décidait pour lui. Quelqu'un contrôlait les accès. Quelqu'un filtrait l'amour d'un fils. Il ne voulait accuser personne, mais il ne pouvait ignorer ce qu'il vivait. Chaque jour, l'attente devenait plus longue. Chaque journée semblait commencer par une question simple qui pourtant n'obtenait jamais de réponse claire. Vais-je pouvoir le voir aujourd'hui? L'avant-veille de la mort de Johnny, les médecins restaient prudents mais lucides. Ils disaient que la fatigue était extrême, que les soins servaient avant tout à soulager, pas à guérir. David arrivait chaque matin avec le même rituel. Il déposait son manteau, saluait les infirmiers, et demandait quand il pourrait entrer. Les heures passaient. Le soleil se déplaçait sur les vitres. Le soir, il repartait parfois sans avoir vu son père. Il ressentait une frustration profonde qu'il ne transformait pas en colère. Il se sentait seulement dépossédé, comme si quelqu'un modifiait en douce le cours naturel d'une relation qui n'appartenait qu'à eux deux. Le jour qui a précédé la mort de Johnny a été le plus long. David est arrivé tôt et s'est installé dans la salle d'attente. Il a passé la journée entière à regarder les minutes défiler. Il entendait des bribes de conversation, des pas dans le couloir, le bruit d'un lit que l'on déplace, des murmures étouffés. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, il levait les yeux. Mais personne ne l'appela. Aucun signal. Aucun signe. Les heures se tassaient les unes contre les autres, lourdes et opaques. Il attendait simplement qu'on l'autorise à entrer. On ne l'a jamais autorisé. En fin de journée, il a compris que le combat du jour était perdu. Il ne reverrait pas son père. Il a alors écrit une lettre. Il n'a jamais dévoilé le contenu exact, mais on comprend qu'il y avait dans ces lignes ce que sa voix n'avait pas pu transmettre. Un fils qui parle à son père. Un fils qui presque le temps manque. Un fils qui espère que quelques mots, couchés sur une feuille, franchiront les murs que lui-même n'a pas pu franchir. Il a remis l'enveloppe à une personne du service, avec une demande simple. Je vous en prie, donnez-la lui. Ou lisez-la lui si nécessaire. L'employé a acquiescé. David est parti avec l'idée que, peut-être, la lettre atteindrait sa destination même si lui ne le pouvait pas. Le lendemain matin, quand il est revenu, l'atmosphère avait changé. Les pas étaient plus lents. Les voix étaient plus basses. On lui a annoncé que Johnny était parti. Il a demandé, presque immédiatement, sans réfléchir, si la lettre avait été remise. La réponse est tombée comme un coup près. Non. Je n'ai pas pu. Il n'a pas pu la lire. Ce sont les mots du personnel, prononcés avec respect mais sans solution. David a toujours décrit cet instant comme une blessure qui ne se refermera jamais. Il pouvait accepter la maladie. Il pouvait accepter la mort. Il pouvait accepter les silences. Mais ne pas avoir pu dire adieu, ne pas avoir pu transmettre ce dernier message, voilà ce qu'il ne parviendra jamais à apaiser. C'est à ce moment précis qu'il a compris que les consignes existaient vraiment. Les médecins n'agissaient pas seuls. Quelqu'un avait décidé que les visites seraient filtrées. Quelqu'un avait pensé qu'il valait mieux le tenir à distance. Il ne s'agissait plus seulement d'une impression. C'était une évidence douloureuse. Les derniers instants de Johnny avaient été entourés de barrières invisibles, mais réelles, et David en avait été tenu à l'écart. Lorsque le médecin l'a appelé quelques heures plus tard pour confirmer officiellement le décès, David était encore sous le choc. Il ne s'attendait pas à devoir annoncer la nouvelle lui-même aux membres de sa famille. Mais c'est pourtant ce qu'il a fait. Il a contacté Nathalie en premier, avec une voix qu'il ne reconnaissait plus. Puis il a pris sur lui d'appeler Laura. Il savait que ces mots allaient la briser, mais il savait aussi qu'un médecin, une voix étrangère, ne devait pas le faire à sa place. Il s'est senti responsable, comme s'il devait porter la charge du moment, même s'il n'en avait pas la force. Les dernières 72 heures de Johnny représentent pour David une succession de portes closes, d'espoirs suspendus, de promesses étouffées. Ce n'est pas seulement la mort de son père qu'il raconte, mais la séparation artificielle qui l'a précédée. Pour lui, le véritable deuil ne vient pas du départ. Il vient de ce qu'il n'a pas pu vivre. De ce qu'on lui a retiré. De ce geste simple, humain, universel, qu'est dire adieu à quelqu'un qu'on aime. C'est cette absence, plus encore que la tragédie, qui a laissé en lui une trace définitive. David a expliqué que son album n'avait jamais été conçu comme une riposte ni comme un règlement de compte.
Il l'a pensée comme une déclaration d'amour adressée à son père, un moyen de prolonger un dialogue interrompu trop tôt. La musique reste pour lui le territoire où il comprend le mieux Johnny, là où les émotions circulent sans avoir à se nommer. Ce projet n'est donc pas une revanche. C'est une confession. C'est sa manière de rendre à son père ce que les mots n'avaient pas pu exprimer dans les derniers instants. Il retient de leur relation une vérité simple. Le silence ne signifie pas l'absence d'amour. Dans sa famille, les sentiments n'étaient pas criés, mais ils étaient vécus. Johnny ne disait pas souvent « je t'aime ». David non plus. Pourtant, ces mots existaient dans chaque refrain, dans chaque séance de studio, dans chaque regard échangé au détour d'une conversation. Les années de distance n'avaient jamais diminué la force du lien. Elles l'avaient façonné autrement, avec pudeur et profondeur. Ce qu'il garde le plus précieusement, ce n'est pas un concert ni un voyage. C'est une habitude presque secrète. Regarder des films d'horreur aux côtés de Johnny jusqu'à l'aube. Ces nuits partagées, loin du tumulte et des obligations, représentaient pour lui un refuge. C'était le seul espace où personne ne les interrompait, où le père et le fils se retrouvaient simplement, sans personnage à jouer, sans attente à satisfaire. Ces heures immobiles dans le noir valent pour lui plus que tous les hommages publics. Dans ses prises de parole, David revient souvent à la question de l'héritage. Pas celui que l'on divise dans un dossier juridique. Celui que l'on porte dans le cœur. Personne ne peut lui retirer les souvenirs qu'il a construits avec son père. Personne ne peut modifier la vérité intime de ce qu'ils ont été l'un pour l'autre. Il sait que des récits se sont superposés à la réalité, que des versions étrangères ont tenté d'écraser la sienne. Mais il sait aussi que l'amour résiste aux déformations. La mémoire émotionnelle d'un enfant ne peut être confisquée. Ce que Johnny lui a transmis, volontairement ou non, restera intact. Même si le silence a parfois caché la tendresse. Même si la vérité a été brouillée. L'amour, lui, n'a pas disparu. Il survit à tout, même aux blessures qui ne guérissent pas.